Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre introduction. Je vais donc essayer en un quart d'heure de préciser un petit peu quel a pu être le rôle de la société civile dans la construction des droits humains ou des droits de l'homme, comme on disait à l'époque. Et je me suis beaucoup interrogé sur cette question parce que, en enseignant, je me suis dit, mais au fond, les États aujourd'hui ont tout le pouvoir, je dirais, aux Nations Unies. Mais quand je regarde historiquement un petit peu ce qui s'est passé, mais je m'aperçois que dans l'institution extrêmement décriée qui l'a précédée comme la Société des Nations, injustement peut-être décriée d'ailleurs, les associations ont joué un rôle absolument fondamental dans la construction à la fois de cette organisation et dans la construction de traités internationaux sur les droits de l'homme. Alors finalement, comment tout ça avait-il commencé ? Parce que malheureusement, il y a très peu d'écrits, très peu de recherches en France sur ces sujets-là. On en a beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. Et donc c'est ce qui m'a donné le goût un petit peu de vouloir comprendre comment ces droits de l'homme étaient apparus, comment il y avait eu la société civile organisée. Alors je ne vais pas définir tous ces termes-là, hein, ONG, SCO, ça serait le lieu d'un vaste débat, mais on va utiliser simplement ces mots pour la compréhension. Alors, je me suis aperçu à ce moment-là qu'il y avait une date quand même qui avait été retenue comme la date de départ d'une société civile organisée au niveau international, c'est 1775. Alors pourquoi cette date ? Parce que c'est la création en Pennsylvanie d'une association par 24 Quakers, d'une association pour l'abolition de l'esclavage. Et alors, à partir de ce phénomène-là, la volonté de ses membres, ça va être de diffuser cette idée à travers le monde entier. Alors là aussi, soyons précis, qu'est-ce qu'on appelle le monde entier ? C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le monde occidental, hein, pour être précis. Et Amérique et Europe. Et donc, rapidement, c'est-à-dire une dizaine d'années après, va naître une seconde société qui sera à Londres et qui sera aussi une société pour l'abolition de l'esclavage. Et alors, cette société, qui va être créée en 1788, sera suivie. Alors, il y a des membres français à l'intérieur de cette société anglaise, notamment un certain Brissot, qui se fera parler de lui ensuite lors de la Révolution française. Et puis, il va y avoir très vite la création d'une société des Amis des Noirs en France, qui va regrouper pas mal de personnes que l'on retrouvera après comme jouant un rôle très important pendant la Révolution française. Dans les statuts qui ne sont pas totalement clairs de cette association, on va retrouver Lafayette, on va retrouver Robespierre, on va retrouver Mirabeau. Donc, à partir de là, si vous voulez, je dirais qu'il y a un vaste mouvement international qui va se créer pour l'abolition de l'esclavage. Alors, au niveau international, il faudra du temps, hein, puisque j'ai trouvé que le dernier pays ayant officiellement aboli l'esclavage est la Mauritanie en 1980. Donc, vous voyez qu'il a fallu quand même une période de temps. Alors, est-ce qu'un texte est suffisant pour abolir l'esclavage? Là, je vous parle de mon expérience à la Cour nationale de droit d'asile, puisque nous avions souvent des requérants venant de Mauritanie et disant qu'ils étaient en esclavage en Mauritanie. Voilà. Donc, crédibilité ou pas du récit, il nous fallait bien statuer à la Cour sur ces demandes. Bon, ça, c'était une petite aparté. Alors, je dirais que à partir de là, le mouvement d'une société civile internationale était né et qu'on va avoir beaucoup d'associations qui vont se créer pour la promotion et la défense des droits humains. Alors, il y a des associations qui vont jouer un rôle fondamental. C'est notamment beaucoup d'associations féminines qui vont être créées au XIXe siècle pour les droits des femmes, non pas, disons, pour l'égalité homme-femme, l'idée n'est pas encore là à ce moment-là, mais il y a, et on associe souvent femmes et enfants.
pour la défense des droits des enfants, puisque les enfants n'ont pas de droits au XIXe siècle, ou pratiquement pas. Donc, il y a beaucoup d'associations qui se créent. Il y a aussi des associations à volonté universaliste. Je prendrai comme exemple une association qui existe toujours aujourd'hui, qui est l'Union internationale des associations, qui se veut être un modèle de Nations Unies, et qui va faire beaucoup pour la création, avec notamment certaines personnes, un peu avant la création de cette association, mais comme Victor Hugo, par exemple, qui va beaucoup s'investir dans la création d'une société internationale humaine. Et donc, tout ce 19e siècle est parcouru par beaucoup de mouvements sur la paix, des mouvements sur les droits de l'homme, contre la peine de mort. La France l'abolira en 1980, comme vous le savez, et c'est pour ça que nos amis suisses nous disent que nous sommes un petit peu en retard, puisqu'à Genève, c'était en 1880 que ça avait été aboli. Donc, il y avait un vaste mouvement international. Alors, je ne vais pas balayer, je dirais, tous les champs. Je vais retenir simplement deux choses, trois ou quatre choses, je dirais. D'abord, un sujet qui nous préoccupe considérablement aujourd'hui, le droit international humanitaire, et les violations du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire, c'est une création de la société civile organisée. C'est la création d'Henri Dunant, un Genevois. Il y avait eu déjà des tentatives par des Anglais ou par d'autres de créer une sorte de droit, mais ça n'avait jamais abouti. Puis surtout, l'idée de génie, entre guillemets, d'Henri Dunant, c'est de concevoir une philosophie, un droit et une organisation, et éventuellement, déjà, dans la première convention de Genève, il était évoqué, en 1864, il était évoqué la possibilité d'une justice pénale internationale pour les violations du droit pénal, du droit international humanitaire. Alors, il ne faut pas croire, si vous voulez, que cette initiative genevoise d'Henri Dunant a forcément été bien accueillie. Elle a reçu un écho favorable dans un certain nombre de pays, notamment en Allemagne, notamment en Autriche, en France aussi, mais il y a quelqu'un qui s'y est fortement opposé, qui était le pape. Ça peut paraître surprenant, parce qu'il voyait dans la création du Comité international de la Croix-Rouge une machine de guerre des protestants genevois contre le Vatican. Voilà. Bon, heureusement, tout ça s'est un peu apaisé par la suite, mais il y a eu la première convention de Genève, et la première fois où cette convention, la deuxième fois, pardon, où elle a trouvé à s'appliquer, c'était pour la guerre franco-prussienne de 1870, et notamment parce que Henri Dunant avait comme ami un certain Bismarck, et il était très proche aussi de Napoléon III, qui lui avait conféré la nationalité française. Donc, ce droit international humanitaire, il est quand même le fruit du travail de sociétés civiles, organisées, et l'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, d'universalisme de Henri Dunant fait qu'il y avait une société de la Croix-Rouge par pays et une seule société, mais il y avait donc une organisation permanente qui était créée. Alors, le droit international humanitaire ne trouve à s'appliquer, attention, c'est important, qu'en cas de conflit armé et lorsque tous les autres droits ont disparu. C'est le minimum du minimum, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'article 3 des conventions de Genève. Donc là, il y a cette philosophie, ce droit, cette organisation, et on voit aujourd'hui combien ce droit international humanitaire est important. On ne pensait pas, et personnellement, c'est un peu pour ça que j'ai accepté, je dirais, l'invitation de Monsieur le Président, parce que je regrette beaucoup les situations catastrophiques que nous vivons aujourd'hui, le recul extraordinaire sous nos yeux, dans une passivité étonnante, je dirais, de la quasi-totalité des acteurs sur ce qui se passe au Proche-Orient, alors que, je veux dire que peu importe le camp, le droit il s'applique à tous les camps. Et là, il y a une sorte de silence qui m'a personnellement beaucoup choqué. Donc ça, c'est
un point que je voulais donc mettre en exergue ici très rapidement dans le petit quart d'heure qui nous est donné, c'est, ben voilà un exemple de création d'un droit international par les États. Alors, ne soyons pas naïfs, hein, et on le voit aujourd'hui, ce droit ne s'applique que si les États le veulent bien, que si les États le prennent à leur compte, le reprennent et veulent bien l'appliquer, parce que les États sont les derniers souverains. Deuxième point, en ce qui concerne cette période qui va suivre la Première Guerre mondiale et la création de cette Société des Nations, je voulais dire combien la société civile était importante au moment de la Société des Nations. Peut-on imaginer aujourd'hui que des associations comme Amnesty International ou d'autres participent à l'Assemblée générale des Nations unies? Ça serait considéré comme totalement incongru. Ce sont les États qui sont là, et eux seuls. Lors de la création de la Société des Nations, il a été très vite créé un bureau de relations avec les associations, et ce qui est apparu, c'est que les associations pouvaient participer à l'Assemblée générale des Nations unies, de la Société des Nations, sous certaines conditions. Ça s'est terminé en 1932-1933 parce que cette Assemblée générale trouvait que les associations féminines avaient pris beaucoup trop de place lors de ces assemblées générales. Autre point important, le bureau des réfugiés, parce qu'il y a eu beaucoup de réfugiés après la Première Guerre mondiale, personnes déplacées en tout cas, c'est une création, là aussi, de la société civile, avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est M. Nansen, hein, avec la création du passeport Nansen, et qui a été le premier commissaire des Nations Unies, mais qui venait d'une association et non pas de cette Société des Nations. Et qui d'ailleurs se jouait un petit peu sur les deux tableaux, parce qu'il a été membre de la SDN, mais quand ça l'arrangeait, il n'était plus membre de la SDN, il parlait au nom d'associations privées. Donc il y a eu un bureau des associations de réfugiés qui s'est créé à l'intérieur de la Société des Nations. Ça, c'est un petit point que je voulais souligner avec vous pour vous montrer combien la société civile avait pu être importante et combien nous avons eu une régression par la suite, hein, par rapport à ce qui avait existé précédemment. Alors, autre point que je voulais développer ici rapidement, c'est la justice pénale internationale. Bon, alors ça, aujourd'hui, vous voyez ce traité de Rome, ça n'est pas la première fois qu'il y a des tentatives d'établissement d'une justice pénale internationale. J'ai rappelé les toutes premières conventions de Genève où cette idée avait fait son apparition. Après, pendant tout le 19e, pendant même il y a eu des nombreuses tentatives de création d'une justice pénale internationale pour les violations des traités. Tout ça est resté lettre morte. Il y a même eu, je crois, en 1931-32, sous les applaudissements de l'Assemblée générale de la Société des Nations, l'approbation, entre guillemets, d'un traité établissant une justice pénale internationale qui est resté lettre morte, qui n'a jamais vu le jour. Et j'avoue que quand j'étais étudiant, donc il y a très longtemps, on avait quelques souvenirs historiques qu'on pensait de rester simplement pour l'histoire, c'était Nuremberg et Tokyo. Hein. Jamais on pensait qu'il y aurait une justice internationale qui verrait le jour. Et puis, beaucoup d'associations, beaucoup de professeurs de droit travaillaient toujours sur cette question, ça faisait des dizaines d'années. Et puis, il y a eu tout d'un coup l'apparition en 1993, je crois, 1994, d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies demandant au secrétaire général de réunir une conférence pour l'établissement d'une juridiction pénale internationale. Bon. Je me rappelle d'un article du Monde en 1997, je crois, ou 96, disant la justice pénale internationale est mal partie. Parce que, effectivement, la France n'en voulait pas trop, Jacques Chirac n'en voulait pas vraiment, les Américains n'en parlons pas, les Russes non plus, les Israéliens, les Indiens, les Chinois, il n'en était pas question. Et je me souviens de l'ambassadeur de France qui, par rapport aux exigences des associations, disant
continuez comme ça et vous aurez effectivement une justice pénale internationale qui sera ratifiée par Monaco, le Vatican et Andorre. Voilà, ce qui ne va pas vous apporter beaucoup. Chacun a mis un peu d'eau dans son vin et j'ai participé à ces négociations et je peux vous dire que les Nations Unies sont un organisme extrêmement bien huilé, qui fonctionne très bien, avec des heures très précises, des résolutions très précises. Et le rôle, là, si vous voulez, de la société civile a quand même été extrêmement important pour apporter ses conseils, pour apporter son savoir-faire, et par exemple, sur des points très précis, le viol. Bon. Vous vous imaginez bien qu'entre la définition des organisations activistes féminines américaines et la position de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, il y avait quelques distances qu'il fallait essayer de rapprocher. C'était compliqué, n'est-ce pas? Et donc, petit à petit, il fallait trouver des solutions, et ces négociations permettaient. Et moi, ce qui m'avait étonné, qui, je pense, aurait du mal à exister aujourd'hui, c'est que après chaque phase de négociation au sein de l'Organisation des Nations Unies, nous avions une salle qui nous était réservée au siège à New York, et puis là, on pouvait entendre l'ambassadeur de Grande-Bretagne, l'ambassadeur américain, qui venait nous expliquer où en étaient les négociations, ce qui se passait, où ça achoppait. Alors, après, si vous voulez, c'est sûr qu'on peut demander l'impossible, mais si on voulait que cette cour, la société civile voulait que cette cour existe, elle ne pouvait s'appuyer que sur les États. Hein. Et vous avez des États très importants, c'est vrai que la France a joué un rôle important, mais on connaissait la limite, si vous voulez. La limite, c'était que la France était très très méfiante, parce qu'elle disait, attention, elle ne voulait pas ratifier l'article 7. Hein, elle voulait une exception, c'était pour les crimes de guerre commis par les Français dans les opérations militaires des Nations Unies. Hein, et là, elle se disait, la France est l'un des plus gros contributeurs de ces opérations, et je vois très bien, c'était Chirac, et Jospin avait exactement la même position, je vois très bien ce qui va se passer, des montagnes de plaintes contre l'armée française. Donc, les associations ont compris, si vous voulez, qu'effectivement, on ne pouvait pas faire en sorte que la France ratifie ce traité avec l'article 16. Donc il y a eu effectivement une suspension, je ne sais pas le bon terme, mais peu importe, je vais utiliser ça, de cette application de l'article 7. Bien voilà, mais si vous voulez, sur beaucoup de choses, les associations, Amnesty International, pardon, une conclusion, voilà. Donc, pour faire très très vite, vous voyez ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que la société civile, dans des points importants, a pu jouer un rôle dans la construction de textes essentiels pour la protection des droits humains ou droits de l'homme. Voilà.